Le casque d'Opapi, texte de Géraldine Echner, illustration Fred Sauchard. Le voilà chez moi, le vieux casque, tout rouillé par le temps, tout noirci par la terre, dans laquelle il a dormi si longtemps. Je plantais un petit chêne dans la prairie lorsque ma pelle l'a réveillé ce matin. Ce petit chêne, je l'arrose depuis des années déjà. Le jour où je l'ai trouvé au bord du Rhin, ce n'était qu'un gland qui commençait à germer. Mais le en terre, il va pousser, m'a dit Opa. Opa Franz, c'est mon grand-père allemand. Il habite de l'autre côté du Rhin, une petite maison près de la forêt. Je passe toutes mes vacances là-bas. Papy Jean, lui, vit dans une ferme, juste à côté de chez nous. Cette année-là, je suis revenu de chez Opa, mon pot de fleurs sous le bras. Mais mon arbuste y a tellement grandi qu'aujourd'hui, j'ai voulu le faire planter en pleine terre, chez Papy. On va le mettre ici, le long du champ de blé, a proposé Papy. Il sera bien entre les peupliers. Je me suis mis à creuser. Mais soudain, j'ai senti quelque chose de dur sous ma pelle. Est-ce un trésor? Papy s'est penché et a déterré un drôle d'objet tout rond. Longtemps, il l'a tourné et retourné dans ses mains. Il avait l'air ému. Pourquoi? Je ne le comprenais pas. C'est un casque, a fini par dire Papy. Un vieux casque de soldat. De soldat? À Lucie. Papy l'a frotté du revers de sa manche. Oui, un soldat de 14-18. La guerre est finie depuis longtemps, mais la terre regorge encore de mauvais souvenirs. J'en retrouve souvent dans les champs en labourant. Ici, c'était la ligne de front, au plus dur de la bataille. Mon grand-père Émile y était. J'ai posé ma pelle, et le grand-père d'Opa France aussi. Oui, il s'appelait Oscar. Sur les photos, il a une grosse moustache de dompteur de cirque. Émile, oui, avait l'air d'un gamin avec son visage tout fin et ses oreilles en feuilles de chou. Ils se sont battus au même endroit tous les deux. J'ai retrouvé les lettres d'Émile au grenier. Mamie les avait conservées. Qu'est-ce qu'elle raconte? Il s'est assis sous le grand peuplier. Eh bien voilà. En août 1914, le soleil brille, les épis sont dorés. Mais au lieu d'aller faire la moisson, grand-père Émile doit aller faire la guerre. C'est la mobilisation générale. Tous les hommes se retrouvent sur la place du village. Certains partent en chantant défendre la patrie. Lui s'envole la mort dans l'âme. Son fils Gérard, mon père, vient de naître. Il voudrait le voir grandir. Il voudrait faucher les blés qu'il a semés. C'est dur de tout quitter.
Au fond, il se retrouve aux premières loges, juste en face de l'ennemi qui, au fond de son trou, a sûrement aussi peur que lui. Chacun dans sa tranchée. Entre eux, les barbelés de No Man's Land. Et le cauchemar commence. La vie dans ces boyaux creusés dans la terre, interminables et gorgés d'eau. Où on se cache, où on mange, où on dort, où on meurt aussi. Et puis la pluie, le vent, la boue, et tout autour, les tirs des mitrailleuses et d'obus, comme un orage qui n'en finit plus. Entre deux combats, assis sur un coin de paille, les soldats se reposent tant bien que mal. Certains écrivent à leur famille, d'autres ouvrent les colis tant attendus. On se fait un bouillon cube, on fume la pipe pour se réchauffer. Grand-père Émile, qui a toujours été champion de cartes au village, joue avec ses camarades de tranchée, comme avant au bistrot. D'une main sûre, il coupe, il pioche et bat tout le monde, même les gradés. Mais trèfle ou carreau, peu importe, ici, dans l'abri, on gagne, on perd, c'est pour du beurre. Pas comme là-haut, où on se bat pour de bon, pour sauver sa peau. Les mois passent, le froid s'installe, la neige remplace la pluie et l'enfer continue. Dans leur trou à rats, les hommes sont gris de la tête aux pieds, de souffrance, de misère, de boue, de poussière. Et ils sont gelés, leurs pieds. Quant à leur tête, elle a du mal à suivre, on dirait des robots. Leurs bras tiennent les fusils, leurs jambes courent comme elles peuvent. Leur cœur, lui, est ailleurs. S'ils battent toujours les cartes entre deux attaques, c'est avant tout pour oublier, pour essayer d'oublier le temps d'une partie, le terrible jeu de casse-pipe qui se joue là-haut. La bataille semble sans fin. Qui les sortira de là ? Papy s'est tu un long moment avant de continuer. Le carnage a duré 4 ans. 4 longues années à s'entre-déchirer. Quand l'armistice a été signé en novembre 1918, il y avait des millions de morts et de blessés de chaque côté. Tant de vies fauchées. Partout, ce n'était plus que ruines, des troncs d'arbres calcinés, des paysages lunaires criblés de cratères où plus rien ne poussait à part les coquelicots, comme des gouttes de sang sur la terre meurtrie. Et ton grand-père, il est revenu, blessé, cassé, le cœur en miettes. Et le grand-père d'Opa France, rentré lui aussi, avec une jambe de bois. Sur mes genoux, je tenais toujours le vieux casque rouillé, réveillé après tant d'années. Qui protégeait-il alors au fond de sa tranchée? Le fin visage du papy de papy? Les grosses moustaches de Opa Opa? Je les voyais, tous les deux, face à face, sous un ciel de feu. S'ils avaient su qu'un jour, après une nouvelle guerre, après une nouvelle paix, leur pays deviendrait ami et que les enfants des enfants de leurs enfants se marieraient entre eux, s'ils avaient su qu'un jour leur sang mêlé coulerait dans mes veines. Allez, viens,
nous attend, a dit Papy. Il a repris sa pelle pour creuser la terre. Un peu plus tard, mon petit chêne était droit, comme un i, au bord du champ de blé. Alors, je suis rentrée à la maison avec sous le bras le casque d'Opapi. Il sera bien chez nous. C'était le casque d'Opapi pour Émile et Oscar, mes deux grands-pères.